Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clémentine Famette, je suis masseur-kinésithérapeute dans un cabinet libéral et aujourd'hui je vais vous présenter l'apport de la réalité virtuelle dans la rééducation vestibulaire en cas de syndrome post-commotionnel. Ce mémoire est sous la direction de Madame Dominique Gerbollet. Tout d'abord, cette présentation va se dérouler en 4 parties. Tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'est le syndrome commotionnel ainsi que les atteintes vestibulaires possibles. Ensuite, nous verrons la réalité virtuelle, ses principes et ses applications. Dans une troisième partie, nous verrons l'apport de la réalité virtuelle dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel, avec une revue ciblée de la littérature, et enfin les conclusions et perspectives de ce travail. La première partie, qu'est-ce que le syndrome post-commotionnel et ses atteintes vestibulaires? Tout d'abord, il faut parler de la commotion cérébrale, qui résulte d'un phénomène d'accélération suivi d'une décélération du cerveau dans la boîte crânienne, qui peut provoquer des symptômes très variables, des céphalées, des étourdissements, des nausées, une irritabilité, des cervicalgies et d'autres. Les symptômes doivent être transitoires et durent entre 10 et 14 jours. Ça touche principalement les athlètes qui ont des conduites plus à risque par rapport à certains sports comme le hockey ou le rugby, le football américain par exemple. Ça touche environ 55 millions de personnes par an dans le monde. Ces chiffres sont à prendre avec un certain recul car il y a environ 30% des personnes touchées par une commotion cérébrale qui ne consultent pas et donc qui ne sont pas diagnostiquées. Il en résulte des troubles de l'équilibre ainsi que des troubles vestibulaires qui sont associés à cette commotion cérébrale et qui impactent la qualité de vie de façon négative. Un syndrome post-commotionnel, qu'est-ce que c'est? C'est les syndromes des commotions cérébrales qui durent plus de 4 semaines chez les enfants et plus de 3 mois chez les adultes. Ça touche quand même 15% des commotions cérébrales. Les symptômes peuvent persister jusqu'à 6 mois dans 31% des cas et jusqu'à 5 ans dans également 30% des cas. Il y a différents enjeux par rapport à cette pathologie, comme notamment retour à l'activité professionnelle, à l'activité physique, mais également à l'activité sportive, ce qui est un enjeu notamment pour les sportifs professionnels, également un enjeu économique par rapport aux coûts de soins et aux arrêts de travail. Il existe une échelle qui sert à mesurer les symptômes suite à une commotion cérébrale. Ces items sont classés en 4 catégories: physique, cognitif, émotionnel et le sommeil. Ils sont sous forme d'une échelle de Likert, de côté de 0 à 6 pour chaque item, et le résultat est un score classé sur 132 points. La prise en soin... oui, d'accord. La prise en soin des syndromes post-commotionnels est pluriprofessionnelle. Il y a notamment un traitement pharmacologique, notamment pour les céphalées et les migraines, une psychothérapie, des exercices physiques aérobie et de l'activité physique plus globale, une rééducation vestibulaire et oculomotrice pour tout ce qui est étourdissement notamment. C'est une approche qui est donc pluridisciplinaire et globale. Tout cela nous amène à la problématique suivante. La réalité virtuelle apporte-t-elle un bénéfice supplémentaire à la rééducation vestibulaire dite conventionnelle dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel? Voyons ensuite la réalité virtuelle plus en détail. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un support qui est constitué de stimulations informatiques interactives qui détectent la position et les actions du participant. Elles remplacent ou enrichissent les retours sensoriels d'un ou de plusieurs sens et donnent la sensation d'être mentalement immergé ou présent dans la simulation. Cela permet une exposition graduelle aux stimuli environnementaux dans un environnement qui est sécurisé, contrôlé et reproductible. Il existe plusieurs types de réalité virtuelle. La réalité virtuelle sur écran, qui est dite non immersive ou semi-immersive, il y a 2 types différents, et avec un casque qui est en immersion totale. La réalité virtuelle sur écran a plusieurs bénéfices. Elle peut se réaliser à domicile, pas forcément besoin d'avoir un casque qui coûte un certain prix. C'est utile pour les patients avec des contre-indications à la réalité virtuelle immersive, que nous verrons juste après. Et c'est très utile pour les personnes âgées qui peuvent être plus tolérantes à la réalité virtuelle non immersive que celle en immersion totale. La réalité virtuelle avec casque est plus efficace si elle est bien tolérée, notamment pour les cinétoses ou pour les désensibilisations visuelles. Elle peut provoquer
de la cybercinétose ou une aggravation des symptômes, donc c'est à surveiller. Elle est utile en cas de déficit aigu. Les séances doivent être courtes car c'est très sollicitant cognitivement. La supervision est obligatoire et c'est du matériel qui est coûteux, assez imposant et qui nécessite un paramétrage précis. La réalité virtuelle a différents objectifs, notamment de réduire les symptômes, améliorer la stabilisation du regard, la stabilité posturale, notamment. Les différents principes en éducation vestibulaire, notamment l'adaptation, pour restaurer globalement le gain du RVO, la substitution qui permettrait de renforcer les entrées visuelles et proprioceptives pour compenser un déficit vestibulaire permanent, et l'habituation qui réduit la réponse symptomatique par une exposition répétée aux stimuli déclencheurs. La réalité virtuelle peut utiliser ces différents principes. Par exemple, pour l'adaptation, la réalité virtuelle, elle couple les mouvements de tête qui sont captés par le casque à des cibles virtuelles mobiles. C'est adaptable pour la réalité virtuelle immersive. Elle permet également une modulation fine de l'erreur sensorielle et favorise une recalibration plus rapide du RVO. Au niveau de la substitution, la réalité virtuelle, elle permet de supprimer les repères visuels stables du monde réel et force le système nerveux à réévaluer le poids des informations proprioceptives et vestibulaires résiduelles. Pour l'habituation, la réalité virtuelle permet une exposition graduée et sécurisée des environnements visuellement complexes, comme par exemple des centres commerciaux ou des foules urbaines qui sont difficiles à simuler de manière réaliste en milieu clinique traditionnel. Bien sûr, la réalité virtuelle a plusieurs limites, notamment le coût du matériel, le manque de standardisation des protocoles, ainsi que des différents exercices. Il y a certaines contre-indications à l'utilisation de la réalité virtuelle immersive, comme l'apparition de la cybercinétose, par exemple. Chaque paramètre doit être personnalisé au patient, et c'est un outil qui est complémentaire. Voyons ensuite l'apport de la réalité virtuelle dans le cadre du syndrome post-commotionnel, dans une revue ciblée de la littérature par 2 études majeures, un ECR et un rapport de cas. Tout d'abord, l'essai clinique randomisé, avec une population de 40 patients qui ont été séparés en 3 groupes de 13. Les groupes sont homogènes au niveau du nombre de traumatismes crâniens, du nombre de temps depuis le dernier traumatisme crânien, et au niveau des symptômes également. La seule différence entre ces 3 groupes, c'est que un des groupes, au niveau de la taille, qui sont plus petits que les autres. Le premier groupe, c'est le groupe rééducation conventionnelle, qui a réalisé des exercices yeux ouverts, yeux fermés, unis sur 1 ou 2 pieds, sur des surfaces stables et instables. Tous les types d'exercices qu'on peut réaliser en rééducation conventionnelle. Le groupe réalité virtuelle a utilisé ces mêmes exercices, mais dans un environnement virtuel. Et le groupe hybride a fait une séance de chaque groupe, chacun une fois par semaine, pour arriver à 2 séances par semaine pour tous les groupes pendant 6 semaines. Ce sont des séances de 60 minutes chacune, avec des pauses régulières pendant les séances. Au niveau des résultats, les différents critères de jugement ont été évalués à 3 moments, au début, avant le traitement, après 6 sessions, et enfin la dernière évaluation a été évaluée après les 12 sessions. Pour les critères de jugement rapportés directement par les patients, les PROM, il n'y a pas eu d'intervention du clinicien. Par exemple, pour l'échelle ABC, qui est un questionnaire d'auto-évaluation conçu pour mesurer le niveau de confiance subjective d'une personne dans sa capacité à maintenir son équilibre dans les activités de la vie quotidienne, on peut voir que tous les groupes ont été améliorés. Au niveau du DHI, qui mesure le handicap ressenti à travers 3 dimensions, physique, fonctionnelle et émotionnelle, on peut voir que tous les groupes également ont été améliorés. Pour le SOT, c'est un examen de posturographie qui évalue les 3 systèmes qui interviennent dans le maintien de l'équilibre, donc le système somatosensoriel, la proprioception, le système visuel et le système vestibulaire. Seul le groupe réalité virtuelle et rééducation conventionnelle ont été améliorés. Le groupe hybride n'a pas montré d'amélioration significative.
Et au niveau du Functional Gait Assessment, qui est un test clinique utilisé pour évaluer la stabilité posturale pendant la marche et la capacité d'un individu à effectuer des tâches motrices complexes tout en se déplaçant, tous les groupes ont été améliorés. Donc il n'y a aucune intervention qui a prouvé sa supériorité par rapport à une autre. Cette étude a plusieurs limites. Tout d'abord, il n'y a pas d'aveugle possible des intervenants ni des participants. Il y a 6 participants qui n'ont pas répondu au questionnaire final, donc leurs réponses ont été prises dans les questionnaires de la fois d'avant. Les réponses ont été mises de façon identique. Et la population, ça étudie les jeunes adultes uniquement, donc c'est difficilement adaptable en gériatrie ou en pédiatrie. Au niveau de la seconde étude, qui est une étude de cas, donc qui étudie une personne, qui est un footballeur américain qui fait du football américain de 20 ans, il a eu 2 commotions cérébrales en l'espace de 3 mois. L'intervention consiste à le mettre sur une plateforme mobile face à un écran et il doit réaliser plusieurs parcours en faisant bouger son centre de masse sur la plateforme. Et il y a 7 tracés différents qui sont répétés chacun 3 fois et chaque parcours dure 30 secondes. Et tout ça, ça fait une session. Et il a 10 sessions réparties sur 10 semaines. À la fin de chaque session, le patient il remplit le PCSS, donc le score pour évaluer les symptômes suite à son traumatisme crânien. Dans l'étude, il a été rapporté que les symptômes ont été diminués, comme on peut le voir sur le graphique. Cependant, il n'y a pas d'analyse statistique de l'évolution de ces symptômes. Il n'y a également pas de prise de symptômes au début de l'étude. La première prise de symptômes a été prise après la première session. Et ce sont les mêmes séances qui sont répétées systématiquement pendant les 10 semaines. Donc on peut se poser la question du phénomène d'apprentissage par rapport au phénomène d'adaptation de son système vestibulaire. Pour conclure, voici les limites et les freins de ces études. Il n'a pas été montré que la réalité virtuelle, elle a une supériorité par rapport à la rééducation vestibulaire classique. Il y a également peu d'études comparatives sur le sujet actuellement. C'est un outil qui est intéressant en complémentarité d'autres études, mais il n'y a pas de standardisation du matériel ou des protocoles, donc c'est difficilement comparable les études les unes entre les autres. La rééducation du syndrome post-commotionnel doit être holistique et multidisciplinaire. On ne peut pas se concentrer seulement sur la rééducation vestibulaire. Au niveau des perspectives de recherche futures, il faudrait standardiser les protocoles de rééducation vestibulaire afin de pouvoir les comparer et d'établir une norme pour les praticiens, notamment au niveau des types d'exercices et du paramétrage des séances, ainsi que du matériel utilisé et du temps de séance global, du temps entre les pauses, ce qui est difficile à dire car il faut également l'adapter à chaque patient. Je vous remercie de votre attention et voici ma bibliographie.